Bonjour à tous. Bonjour à... Et puis merci d'être connecté, hein. Donc, nous allons démarrer notre séance de webinaire. Je crois que certaines personnes pourront nous prendre en cours. Donc, je vais commencer par faire l'introduction et laisser la place à nos invités du jour de pouvoir prendre le relais. Donc, je suis Jules Timoko, donc je suis cofondateur de Debas Technologies. Donc, c'est une entreprise qui a pour vocation à accompagner les entreprises ivoiriennes et sous-régionales dans tout ce qui est transformation digitale. Donc, je totalise déjà plus de 20 années dans le domaine des télécoms. Donc, j'ai commencé en 2005 et puis rendu aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine des télécoms, notamment sur la portion marché business. Donc, on travaille toujours pour les entreprises à la recherche des solutions. Donc, l'idée aujourd'hui, on parle de débat. Débat, c'est qui? D'abord, nous sommes une équipe passionnée, donc à l'intersection de tout ce qui est télécom, cybersécurité et expérience client. Donc, derrière ça, nous avons une vision. D'abord, la mission, c'est de fournir les technologies de pointe aux entreprises ivoiriennes, de sorte à les accompagner dans tout ce qui est transformation digitale. Donc, nous voulons véritablement être un catalyseur dans la transformation digitale en Afrique de l'Ouest, en commençant bien évidemment par la Côte d'Ivoire. Donc, nos solutions pour l'instant sont orientées sur tout ce qui est solutions de téléphonie d'entreprise et de communication unifiée, donc tout ce qui est centre de contact client. Nous travaillons avec des fournisseurs de renommée, donc sont 3CX, Odoo CC, tout ce qui est communication automatisée avec une entreprise canadienne également qui est Sonom. Et bien évidemment, on parlera de connectivité avec Adaptive Network, qui est notre fournisseur principal et unique fournisseur dans tout ce qui est connectivité SD-WAN, qui aujourd'hui se fait le plaisir, n'est-ce pas, d'être là pour ce temps de partage. Donc, nous avons sur ce panel euh, Bernard, qui est le PDG de Adaptive Network, qui sera accompagné par Pierre-Luc, qui est l'ingénieur solution qui va s'occuper de faire la démo. On a aussi Fauzi qui est connecté, qui est le directeur vente, qui s'occupe de tout ce qui est Europe et Afrique, qui est aussi connecté avec nous. Donc, c'est Bernard qui aujourd'hui va faire la présentation avec nous. Donc, soyons vraiment très attentifs. Donc, le principe, c'est que le webinaire va se dérouler. On va laisser Bernard faire sa présentation. Donc, tous ceux qui ont des questions, vous allez prendre ça en note. Et à la fin, quand on va arriver dans la session questions-réponses, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, juste prendre en note vos questions. Utilisez le chat, bien évidemment, pour poser des questions ou alors lever la main pour qu'on puisse vous donner le micro pour, n'est-ce pas, vous permettre de poser votre question. Donc, voilà ainsi planter le décor. Donc, je vais donc laisser la parole à Bernard qui va se présenter son équipe et puis démarrer la présentation. Parfait, merci. Donc, merci beaucoup, Jules. Et puis, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, comme l'a mentionné Jules, Adaptive Networks, c'est une solution, une entreprise qui est canadienne, qui développe des solutions de type SD-WAN et SASE. Aujourd'hui, on va parler en fait sur ce webinaire de comment moderniser, sécuriser les réseaux d'entreprise avec les technologies d'Adaptive Networks. Donc, le contenu de la présentation aujourd'hui, c'est une présentation qui sera quand même relativement longue parce qu'il y aura des démos. Donc, notre ami Pierre-Luc, ingénieur de solutions, se fera plaisir de présenter certains aspects de la solution pour démontrer certaines capacités de la plateforme. Après les introductions, nous allons parler essentiellement d'optimisation de la connectivité avec le SD-WAN. Donc, comment est-ce que le SD-WAN peut livrer des réseaux plus robustes, plus fiables, à meilleure qualité de service. Ensuite, on va pivoter vers la question de sécurité, les défis en cybersécurité avec l'aspect sécurité du SD-WAN qui s'appelle SASE, Secure Access Service Edge. Ensuite, on va faire une petite démo d'un aspect d'un élément de sécurité avec une des plateformes qui s'appelle Web Protect Adaptive Networks. Nous allons conclure et ensuite, comme le disait Jules, discuter et avoir quelques questions et réponses, bien sûr. Donc, d'ailleurs, les questions, vous pourrez les poser sur le chat. C'est la meilleure façon de le faire, car c'est une structure de webinaire, donc vous ne pouvez pas parler, c'est seulement les panélistes qui peuvent avoir accès au microphone. Donc, un mot sur Adaptive Networks. Je vais commencer par dire, j'aime bien faire des présentations en français. Le français, c'est ma langue native.
natal, c'est ce qu'on dit en français, excusez-moi. Je parle beaucoup anglais, donc j'ai passé par de dire native. Et puis, aujourd'hui, on est une boîte canadienne qui est basée dans les régions au Québec, avec nos sièges sociaux. En fait, on dit Ottawa, mais en réalité, c'est Gatineau du côté du Québec, Montréal. Nous avons aussi des bureaux à Manille et quelques employés un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 clients à travers plusieurs pays dans différents types de use cases. Et on en parlera tout à l'heure dans la présentation avec Pierre-Luc. Nous sommes le premier innovateur technologique au monde en SD-WAN. Nous avons plus de 79 brevets que nous avons créés au sujet du SD-WAN. Donc, ça nous positionne de loin comme le premier innovateur technologique sur le sujet au monde. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 partenaires. Ces partenaires-là sont distribués dans plusieurs pays. Bien sûr, nous avons l'honneur de travailler avec des bases technologies en zone ivoirienne, qui est un revendeur et un partenaire technologique qui s'inscrit dans la notion de notre mission, en fait, qui est celle d'apporter des solutions innovantes via un réseau de partenaires. Nous sommes aussi appuyés par d'autres types de partenaires, des distributeurs un peu partout dans le monde. Nous en avons un, bien sûr, en Côte d'Ivoire aussi, qui est Solutions Télécom, qui travaille de concert avec les partenaires à valeur ajoutée comme DBAS. Maintenant, notre mission, elle est très alignée avec celle de DBAS Technologies. La technologie que nous développons, elle a comme objectif d'offrir un accès réseau aux entreprises pour qu'elles soient en mesure de profiter des avantages associés à la transformation numérique avec une connectivité qui est fiable, sécurisée et efficace. Et essentiellement, c'est ce que l'on fait. Et on fait ça à travers du SD-WAN. Donc, pour ceux qui potentiellement ne savent pas c'est quoi du SD-WAN, je vais aller très simple. Okay? Le SD-WAN, c'est l'idée de créer un réseau virtuel par-dessus, au-dessus de solutions de connectivité traditionnelles, telles l'Internet. Et ça permet de créer des fonctionnalités à valeur ajoutée qui n'existent pas sur l'Internet particulièrement, telles que la QoS, la sécurité, etc. Avoir une disponibilité accrue, une qualité de service garantie. Et ce, sans créer des coûts très importants. Et donc, le SD-WAN a gagné énormément en popularité dans les dernières 10 ans. Aujourd'hui, c'est une stratégie de réseau d'entreprise qui est presque de facto. Ça, je ne veux pas dire que tout le monde a déployé le SD-WAN, loin de là, mais c'est de facto dans la roadmap technologique de la majorité des entreprises. Maintenant, le SD-WAN peut s'inscrire tant dans une démarche de grande entreprise que de petite entreprise. Et bien sûr, elle ne s'inscrit pas nécessairement exactement de la même façon. Bon, on va en parler dans une minute. Maintenant, si on regarde l'évolution des cybermenaces, de manière générale, on voit que le SD-WAN, pardon, le marché de la cybersécurité est bien sûr influencé par la direction des cybermenaces. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un élément qui est assez profondément perturbateur sur le marché. Et c'est le premier élément mentionné ici parce qu'il a un impact dans l'ensemble des vecteurs d'attaque. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle générative qui permet une augmentation du volume et de la précision des attaques. Et même si le ransomware reste la principale forme d'attaque, comme la majorité des attaques sont livrées par email et ont une forme d'ingénierie sociale, l'intelligence artificielle générative change la donne. Et ça, c'est très important à prendre en considération dans une stratégie de cybersécurité. On va en parler un peu plus tard en détail. Maintenant, les chiffres font peur. Les entreprises ne sont pas prêtes. Même s'il y a une évolution rapide du spectre ou de l'ensemble du spectre des solutions utilisées par les cyberattaquants, la réalité, c'est que les entreprises, particulièrement les PME, donc les entreprises de moins de 500 employés, sont peu préparées aux cyberattaques. Par exemple, même si 61% des PME ont été la cible d'une cyberattaque en 2021, bon, les chiffres datent un peu, mais ça ne s'est pas amélioré, je peux vous dire ça. La majorité ont aucune, à peu près la moitié n'ont aucune mesure en place pour la cybersécurité. Donc, il y a un paradoxe ici, qui est que les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus ciblées et ne sont pas préparées. Et elles sont de plus en plus ciblées, et cette tendance-là ne sera qu'en augmentation, car l'intelligence artificielle générative permet
de diminuer le coût d'une attaque, même si l'attaque est fortement customisée. Et donc, les attaques sophistiquées étaient réservées aux grandes entreprises. C'est de moins en moins le cas. Et donc, les petites et moyennes entreprises doivent absolument engager le pas. Et ce qu'on voit en termes de cybersécurité, mais même en termes de réseau, je dirais, on peut faire un parallèle, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas eu, jusqu'à date, encore eu à souffrir d'un problème de disponibilité de services dans le réseau très importante ou d'une cyberattaque qui les a essentiellement cloués au sol. Et sont un peu comme la personne qui traverse la rue, qui est a priori en train de texter ou de regarder un post sur Facebook. Et il a probablement traversé la rue plusieurs fois, comme ça, sans regarder à gauche ou à droite. Et ça s'est peut-être bien passé jusqu'à là. Mais plus il le fait, plus il y a de probabilité qu'il se fasse frapper par une automobile. Et je peux vous dire que le gagnant, ce ne sera pas le piéton. Et c'est la même chose en cybersécurité. Et c'est la même chose en réseau. Si votre réseau n'est pas prêt, en fait, vous êtes la personne qui traverse la rue. Vous pouvez peut-être être chanceux et pendant quelques années, avoir un réseau qui n'a pas de redondance, un réseau qui n'a pas de sécurité et vous en sortir. Il va venir un jour où ça va mal se passer. Et ce qu'on veut, en fait, ce que les entreprises veulent et ce qu'elles ont besoin, c'est dans le contexte d'une transformation numérique où l'entreprise est en premier numérique et, et, ça, la disponibilité des services numériques devient critique pour son opération. Elles ont besoin d'un réseau qui est différent. Un réseau qui est simple, mais qui offre un grand niveau de performance pour les applications critiques, qui a un haut niveau de fiabilité avec une disponibilité de service qui est de plus de 99,99%, donc qui s'approche énormément de 100%, et un niveau de sécurité élevé, sans pour autant être une usine à gaz qui est trop complexe à gérer. Et c'est là où l'élément de la simplicité est important, c'est que la simplicité permet d'avoir une solution qui va vraiment livrer la marchandise. Et donc, parlons de la connectivité SD-WAN. Qu'est-ce que le SD-WAN et qu'est-ce que le SD-WAN Adaptive offre? Le SD-WAN Adaptive offre avant tout 4 propositions de valeur. 1, la capacité d'offrir un réseau qui a un niveau de fiabilité très élevé. Donc, le résultat, grâce à certaines fonctionnalités, en particulier la capacité de mettre en place une stratégie de redondance de liens et de gérer en temps réel, en question de millisecondes, les bris de service d'un des liens, permet d'avoir une fiabilité de service fort accrue de l'ordre de 99,99%, voire plus. Dans un contexte où les entreprises ont besoin d'un accès au réseau pour être capables d'opérer, ça devient très, très important. Deuxième élément, la qualité. Les réseaux ont des qualités variables. Et en fonction de où sont les sites et quel type de connectivité on a accès, est-ce qu'on a accès à de la fibre ou est-ce qu'on a accès à du DSL? Est-ce qu'on est plutôt sur du hertzien? Eh bien, la capacité du réseau, mais aussi la qualité de service du réseau sera variable. Il y a un grand nombre de fonctionnalités dans la plateforme SD-WAN Adaptive qui permet d'améliorer la performance applicative d'un réseau sous-jacent pour lequel les liens ont des problèmes de qualité. En particulier, la capacité en temps réel de faire des changements d'un lien à l'autre, donc de faire passer les flots d'un lien à l'autre, la capacité de faire de la QoS, donc dans un contexte de saturation de liens, de s'assurer que les services importants, par exemple les appels téléphoniques, sont protégés. C'est ce genre de choses qui permettent d'obtenir un haut niveau de qualité perçue malgré des problèmes de réseau sous-jacent. Troisième élément, la sécurité. On va en parler beaucoup aujourd'hui, mais il y a un ensemble d'éléments dans la plateforme adaptive qui permet d'améliorer de manière très significative, mais là, très, très significative, deux choses, la sécurité des flux, mais aussi la surface d'attaque. Et finalement, avoir une solution qui est facile à gérer. Donc, la gérabilité, je ne suis pas 100% sûr que c'est un mot français, mais je pense que oui. C'est la capacité d'avoir une visibilité globale sur le réseau, d'être capable de modifier les paramètres, les policies du réseau, donc de comprendre la performance, de faire des adaptations au réseau
pour garder le contrôle du réseau. Et chez Adaptive, on décline nos produits de la manière suivante. Nous avons une solution qui s'appelle Enterprise Connect, qui est dédiée pour les réseaux privés, c'est-à-dire qu'elle permet aux entreprises d'avoir un réseau privé par-dessus de l'Internet. Et donc, ici, le cas de figure, c'est j'ai plusieurs sites. Ces sites-là ont besoin d'avoir accès à des applications privées, potentiellement qui sont hostées à partir d'un data center ou à partir d'un des sites du client. Et donc, j'ai besoin d'un réseau privé, potentiellement pour remplacer mon MPLS d'ailleurs, pour être capable d'avoir un accès, une dichotomie entre le réseau privé et le réseau public. Adaptive Business Connect, c'est pour les entreprises qui n'utilisent que l'Internet, qui n'ont pas besoin d'accès privé, mais qui veulent de la qualité de service, qui veulent de la redondance, qui veulent de la sécurité pour des applications qui roulent dans le cloud. Tout ce que Business Connect fait, la plateforme Business Connect, Enterprise Connect le fait aussi. Donc, Enterprise Connect, c'est Business Connect plus le support des réseaux privés. Troisième élément, c'est MyConnect. MyConnect, c'est notre solution SD-WAN qui roule sur un PC. Donc là, c'est un agent qui roule sur le PC lui-même et c'est pour les usagers qui travaillent soit à domicile ou soit n'importe où, enfin, et qui leur permet d'avoir accès au même framework de sécurité et de qualité de service que les usagers qui sont au bureau. Et la solution, techniquement, elle se décline comme ça. C'est-à-dire que l'entreprise aura plusieurs succursales, il n'y en a que deux de présenter ici. Il y aura le réseau client. À l'edge du réseau client, il y a un équipement routeur SD-WAN. Et ce routeur SD-WAN a comme responsabilité avec les Cloud Gateways. Donc, les Cloud Gateways, c'est l'ensemble du réseau Secure d'Adaptive Connect. Okay? Et le routeur SD-WAN avec le Cloud Gateway vont faire une virtualisation complète des liens. Et ça veut dire que tout ce qui est niveau 3 et plus est géré par Adaptive. Donc, tout l'adressage JP, d'ailleurs, qui peut être complètement privé, puis on va y revenir, okay, sera géré par Adaptive. Ensuite, les usagers à distance, c'est la même chose. Ils se connectent à Adaptive Connect. Donc, Adaptive Connect, en fait, devient le réseau. Et c'est un réseau qui est sécurisé. C'est un réseau qui offre l'ensemble des fonctionnalités SD-WAN dont on va parler en détail aujourd'hui. L'ensemble de la plateforme est orchestré à partir d'une plateforme cloud. Et tout ça, et la solution est ultimement centrée sur la performance applicative. Donc, c'est une solution qu'on appelle niveau 7, où on détecte les applications et on fait des priorités de service au niveau applicatif. C'est complètement géré dans le cloud. C'est multi-tenant. Et bien sûr, c'est prêt pour la sécurité. Et les routeurs que nous utilisions, il y en a plusieurs. Je ne vais pas expliquer l'ensemble des détails des fonctionnalités de chacun, mais ça va de routeurs pour les plus petites succursales, comme le E40, jusqu'à des routeurs plus pour des centres de données, des bureaux chefs, etc. Donc, qui sont beaucoup plus conséquents en termes de capacité de trafic et la capacité de déployer dans les environnements purement virtuels, où là, nous offrons ce qu'on appelle un edge virtuel qui va rouler sur typiquement ce qu'on appelle un UCPE, Unified Customer Premise Equipment. Okay? Et donc, Universal, pardon, pas Unified, Universal Customer Premise Equipment. Et donc, en fonction des types de déploiement, on choisira l'équipement qui sera nécessaire. Et ça fait partie des conversations qu'on a, bien sûr, avec nos partenaires comme DBAS, bien sûr aussi à travers nos ingénieurs en solutions comme Pierre-Luc, qui sont en mesure d'assister nos partenaires comme DBAS, comme leurs clients finaux aussi. Voici aujourd'hui le déploiement de nos data centers dans le monde. On peut voir qu'on a un point de présence planifié pour 2025 à Abidjan. Et on a un certain nombre de data centers déjà en opération dans le monde. Nous avons commencé, nous sommes une boîte canadienne, nous avons commencé avec l'Amérique du Nord et comme vous pouvez voir, on est en expansion internationale présentement. Donc, on a de plus en plus de data centers à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Et comme je le mentionnais plus tôt, la solution est complètement orchestrée à partir du cloud. Et ce qui est important de noter, c'est que notre plateforme d'orchestration, elle est utilisée tant pour nos partenaires, comme par exemple DBAS, qui peut faire la gestion des commandes et de l'approvisionnement, la configuration des services en tant qu'intégrateur ici, mais aussi
permettre aux clients, aux entreprises, d'avoir accès à la plateforme pour être capable d'avoir une visibilité de l'ensemble de leur réseau, de la performance applicative, de la consommation des liens, etc. Donc, c'est une plateforme qui est utilisée par autant les intégrateurs que les clients finaux et adaptive, bien sûr. Donc, c'est une solution qui gère l'ensemble du cycle de vie d'un service. Et donc là, on va passer à une première démo. Donc, je vais passer le microphone à Pierre-Luc. Donc, Pierre-Luc, si tu veux bien partager ton écran, on va passer en mode démo. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Je veux juste valider que c'est bel et bien visible. Oui, tout à fait, Oui. absolument, on voit ton écran. Parfait, merci. Merci Bernard. Donc ici, j'ai l'orchestrateur. Comme Bernard mentionnait, c'est vraiment l'outil principal de nos partenaires et nos clients aussi. C'est là qu'on peut monitorer, dans le fond, tout le cycle des différents appareils qui sont déployés dans le système. Je vous dirais un commentaire qu'on reçoit souvent des partenaires, des clients, c'est que c'est vraiment simple à utiliser. L'interface graphique aussi, ben, c'est joliment orchestré, on va se le dire. C'est très beau. Et vraiment, n'importe qui peut l'utiliser. Pas besoin d'une formation en ingénierie de réseau, là. C'est très, très simple. On a juste 3 menus principaux ici. C'est ces 3 menus-là que je vais, dans le fond, présenter. Le premier, c'est le dashboard. Je m'excuse, j'ai pas le terme en français, mais je pense que tout le monde sait c'est quoi Le tableau de un bord. dashboard. Tableau de bord, Ça donne une exactement, merci. De quoi, Bernard? Tableau de bord. Un tableau de bord, voilà, merci, Ouais. merci beaucoup. Merci. Donc, on a un tableau de bord qui est une représentation, on va dire, générale sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le statut de vos clients en général. Donc, pour chaque partenaire, ici, on a différents comptes qu'on peut avoir. Ici, j'ai un compte démo. Ça va nous donner le statut des différents clients et aussi le statut des gateways aussi, qui sont, dans le fond, déployés un peu partout. Et on peut voir aussi le statut des différents appareils qui sont, ou des différents ordres qui ont été rentrés dans le système. Donc, on pourrait dire, on a 3 statuts. On a le nouveau, on a ceux en progrès, on a ceux qui sont complétés. Donc, Et t'as encore une noté fois, aussi ça que la donne. plateforme est disponible en français, là, la démo, tu as utilisé la version anglaise, mais en haut à droite, il y a le petit bouton, puis on peut passer en français. Ou en espagnol aussi, semblerait-il. Ouais, ben voilà, je vais le mettre en français. C'est vraiment une habitude de le mettre en anglais, mais en effet, Bernard, on a la version en français ici. Donc, ça, en gros, c'est vraiment une généralité. Ici, on peut voir que le tableau de bord donne un aperçu. Là où je veux passer peut-être un peu plus de temps dans la démonstration, c'est vraiment au niveau des ordres et surtout des sites après. Donc, la première chose qu'on remarque ici dans le menu dans lequel on peut rentrer des ordres, c'est que l'orchestrateur est, en- encore une fois, je vais utiliser un anglicisme, là, est multi-tenant, ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez un partenaire avec qui revend la solution à travers vous, ben, on peut avoir différents niveaux de visibilité. Donc, je vais donner un exemple. D'habitude, le transporteur ou carrier, qu'on dit en anglais, ça va être adaptif, mais après ça, on peut avoir un super partenaire et un partenaire en dessous de ce super partenaire-là. Donc, évidemment, si vous avez un partenaire en dessous de vous, vous allez être capable de gérer, de voir les clients de ce partenaire-là, mais ce partenaire-là ne pourra pas voir les clients des autres partenaires qui sont en dessous de vous. Donc, vraiment multi-tenant ici, ce qui permet aussi à l'orchestrateur d'être co-managed, donc d'être géré de pair entre les clients et les partenaires. Sans faire une formation sur comment configurer un ordre, je pense que ça vaut la peine quand même de juste voir un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, je vais essayer de trouver un ordre ici avec lequel je peux jouer un peu. Celle-là ici, c'est mon ordre à moi. Donc, j'ai quelques appareils de test à la maison. J'ai quelques labs avec lesquels je peux tester et m'amuser un petit peu. Et donc, ici, on a une ordre. Et c'est très simple d'ajouter des sites dans cet ordre-là. On n'a pas, dans le fond, ce qui nous est demandé par le système, c'est vraiment juste de rentrer les informations concernant le site, donc le nom du site ainsi que l'adresse. Et après ça, oui, on a un peu de configuration à faire, mais c'est vraiment simple. Il faut juste être capable de sélectionner la bonne licence et la vitesse de la licence.
Comme vous pouvez voir, on n'a pas 20, 30, 40 différentes licences. On a gardé ça très simple. On a Business Connect et on a Enterprise Connect. Comme Bernard l'expliquait un peu auparavant, Business Connect, ça aide vraiment à optimiser le trafic Internet. Donc, si vous avez tout dans le cloud, si toutes vos applications sont des SaaS, par exemple, Business Connect va faire en masse le travail. Mais si vous avez des applications que vous avez à l'interne, ben là, et vous avez besoin d'une connectivité site à site, à ce moment-là, vous pourrez aller avec Enterprise Connect. Donc, c'est la seule différence entre les deux. Donc, admettons, je vais sélectionner celle-là ici. Et la prochaine étape serait de sélectionner la vitesse de la licence. On a différentes vitesses de disponibles. Je vous dirais qu'en général, on voit beaucoup de demandes entre le 50 et le 200. C'est vraiment, je vous dirais, les quatre licences qu'on voit le plus. Mais évidemment, c'est vraiment le choix de la vitesse va aller souvent avec, on pourrait dire, vos liens Internet. Donc, si vous avez des liens de 100 ou 200, ben, on recommande d'avoir une licence SD-WAN qui va être à peu près le même nombre que celui de la capacité du lien. Sinon, si le client veut avoir une plus petite licence, ben à ce moment-là, il faut établir c'est quoi la quantité de trafic importante qui est utilisée. Et après ça, on pourra utiliser la licence. Donc ça va vraiment donner la grandeur du tunnel, si on veut. Et c'est comme ça que le client il va être chargé à la fin. Donc après ça, on a différents appareils que Bernard a montré dans la présentation. Puis il y a différents appareils utilisés pour différentes licences. On a des plus gros appareils pour des plus gros déploiements et on a des appareils plus légers pour les plus petits déploiements. Donc on a aussi l'option d'avoir du LTE. Donc il y a aussi l'option d'avoir un modem LTE dans la boîte avec une carte SIM pour avoir une redondance LTE. Ce que je pourrais vous montrer, c'est ça que j'ai en ce moment ici à la maison. Et finalement, il y a l'option sécurité. Donc, si vous voulez, on a des add-ons. Donc, on a des caractéristiques de sécurité qu'on peut ajouter au-dessus du SD-WAN. Puis, j'aurai l'occasion plus tard dans la présentation, plus tard dans le webinaire, de pouvoir vous montrer ce que ça a l'air. Et finalement, ici, ce qui est vraiment important, puis je vous dirais que c'est ce qui nous différencie beaucoup de la compétition, c'est qu'on est très flexible sur les adresses IP. Donc, nous, on peut offrir les adresses IP publiques. Et il y a différentes façons qu'on le fait. Donc, la première, c'est CGNAT qu'on appelle, c'est-à-dire que tout le monde partage une même adresse IP publique. Donc, ça fait ce qu'on appelle du SNAT. Ça veut dire que ça va traduire les adresses privées en une adresse IP publique qui est partagée par plusieurs utilisateurs. Et cette adresse-là va vraiment, dans le fond, en termes de sécurité, c'est très avantageux parce que ça va protéger votre site de l'Internet parce que là, vous utilisez juste des adresses privées. Et cette adresse publique-là n'est pas rejoignable de l'Internet. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour aller sur Internet, mais ce n'est pas une adresse qu'on peut utiliser pour avoir du trafic de l'Internet qui s'en va vers le site. Donc ça, en termes de sécurité, évidemment, on recommande celle-là. Mais dans quelques cas, si vous avez besoin d'avoir que certaines ressources soient disponibles à l'Internet, donc d'avoir du trafic qui arrive de l'Internet vers votre site, à ce moment-là, on peut offrir deux possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle les IP publics sur le LAN. Donc, c'est vraiment la façon traditionnelle qui est faite par les telcos, c'est d'avoir des adresses IP publiques d'adaptifs directement au LAN. Donc, c'est de dire, l'appareil adaptif a une adresse IP publique et vous pouvez mettre une de nos adresses IP publiques sur votre firewall, par exemple, ou sur votre pare-feu. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est une adresse IP publique au gateway. Ça veut dire que tout votre réseau reste privé, mais on peut vous donner une adresse IP publique juste pour une certaine ressource, pour que cette ressource-là soit accessible de l'Internet. Et on peut ouvrir seulement certains ports pour rendre ça encore plus sécuritaire. Donc, ça, c'est les différentes options ici qu'on a pour les adresses IP publiques. Et une fois que vous avez rentré, dans le fond, votre site, bien, à ce moment-là, il y aura un petit peu de configuration à faire. Mais la configuration, elle est très simple et c'est par défaut. Il n'y a pas de CLI ici. On a créé ce qu'on appelle des templates pour être capable de simplifier et de rendre le processus plus rapide lors de la configuration et du déploiement. Donc, comme vous pouvez voir, il y a certaines choses à configurer. Il faut configurer le QoS, il faut configurer le LAN et aussi comment on veut
balancer le trafic sur le WAN ainsi que la sécurité. Donc, on a à peu près 4 menus ici. Et sans rentrer trop en détail, mais juste pour donner une petite idée de comment ça fonctionne. Ici, on a différents templates pour le QoS. Et dans le fond, les templates, ils respectent des thèmes. Donc, c'est de dire que on a des thèmes pour différentes industries ou différents secteurs. Donc, si vous avez un client qui est je ne sais pas moi, une école, par exemple, bien, on va avoir un template pour l'école. Donc, ça va s'appeler Educational ici. Et l'idée, c'est que on va prioriser les applications qui sont critiques pour ce genre de client-là. Donc, évidemment, pour une école, ce qui est important, c'est les applications qui sont reliées à l'éducation. Donc, ces applications-là vont être priorisées par-dessus tout le reste du trafic, excepté pour la priorité numéro 1. Priorité numéro 1, ça va être toujours la même catégorie qu'on a dans nos templates, c'est Collaboration Tools, qu'on appelle, les outils de collaboration. Et ça, c'est tout ce qui est voix et UCaaS. Donc, évidemment, la voix, Jules le sait, tu vends de la voix, Jules, la voix, c'est super sensible. Donc, on veut évidemment la prioriser au-dessus du reste pour préserver la qualité des appels. Mais à la base, ce que le système fait, c'est qu'il va prioriser selon 5 priorités le trafic. Et on va faire ce qu'on appelle du FPI, donc du First Packet Inspection, ce qui veut dire qu'on va inspecter le premier paquet du serrage de main en TCP, puis on va tout de suite être très rapidement capable de détecter c'est quoi l'application qui est utilisée et appliquer la priorisation. Donc, on ne fait pas de DPI, on fait du FPI, ce qui est encore plus, ce qui est mieux. Donc, c'est à peu près le même principe. C'est des templates qui sont par use case, par scénario. Donc, si vous avez un magasin, par exemple, ben, vous prendrez retail. Donc, pour retail, ici, ce que le système va prioriser, ça va être les systèmes de paiement par-dessus, par exemple, je ne sais pas moi, sur d'autres applications qui sont peut-être moins importantes pour ce genre de business-là. Et c'est à peu près le même principe pour le reste. Donc, ça rend le processus très simple. Et on peut être capable de déployer un site en dedans de 5 minutes. Donc, vraiment, la proposition de valeur, c'est la simplicité et surtout faire gagner du temps aux partenaires. On a des partenaires ici au Canada qui, ça leur prend 5 minutes de déployer un appareil adaptif au lieu de 2 heures avec un Fortinet. Donc, ça, ils sont très reconnaissants qu'on leur a simplifié la tâche pour ça. La dernière section que je veux montrer, c'est le Customer Dashboard, donc on pourrait dire la portion client. Donc, quand on entre un ordre dans l'orchestrateur et qu'on le déploie, le site va apparaître ici dans ce menu-là. Donc, ça, c'est vraiment la portion plus, je dirais, client. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je m'en vais sur un site, ça, c'est mon site à la maison que je suis connecté derrière en ce moment. Comme vous pouvez voir dans mon Wi-Fi, je ne sais pas si on peut le voir ici, mais je suis connecté à mon routeur adaptif. Donc, souvent, si le client veut co-manage, il veut co-gérer avec le partenaire, ben, le client, lui, on va lui donner accès juste à cette portion-là. Donc, ils vont pouvoir voir juste leur site et non, évidemment, les autres sites du partenaire en question. Et à partir d'ici, on peut changer de la configuration. Donc, pas besoin de revenir dans l'ordre pour faire des changements. De toute façon, le client n'aura pas accès à l'ordre. Donc, les changements pourront être faits à partir du site ici. Et le client et le partenaire auront la possibilité de pouvoir surveiller et monitorer le site à distance. Donc, on a différents menus ici à gauche. Je vais commencer par la surveillance du site. Ici, ça nous permet, comme je disais, de pouvoir avoir une visibilité sur le réseau. Donc, l'orchestrateur collecte beaucoup de statistiques qu'il met à votre disposition. Vous allez être en mesure de pouvoir voir c'est quoi la latence moyenne, c'est quoi la perte de paquet, le temps que l'appareil, que l'Internet est disponible, on pourrait dire, et la qualité des liens. Donc, en descendant ici, on voit qu'on peut voir, je vous dirais, les différentes caractéristiques ou les patterns, si vous voulez, de trafic dans le temps. On va être capable de voir la quantité de trafic qui est poussée dans notre tunnel. Et on peut voir aussi la quantité de trafic qui est poussée pour chacun des liens. Donc, comme je vous disais, nous, on supporte le modem LTE dans la boîte. Moi, c'est ce que j'ai à la maison. Donc, j'ai un lien à la maison et j'ai du LTE qui agit en tant que backup, on pourrait dire. Donc, si la fibre optique
tomber à la maison, je pourrais rembarquer sur le LTE et probablement que je ne vais même pas m'en rendre compte quand le balancement va se faire parce que c'est très, très, très rapide. Et on a aussi une visibilité de la sorte de trafic qui traverse le réseau. Donc, je vous donne un exemple ici. Le groupe d'applications ou le groupe applicatif qui pousse le plus de trafic en ce moment, c'est Collaboration Tools. Et comme je vous avais expliqué avant, ce groupe-là contient toute la voix et le UCaaS. Donc, évidemment, ici, j'ai une visibilité sur la journée et depuis que j'ai commencé ma journée de travail, je suis sur Teams constamment. On avait un appel Teams avec l'équipe de vente et là, j'ai mon appel Teams avec vous. Et donc, c'est pas surprenant que, en fait, Teams fait partie de cette catégorie-là et pousse vraiment le plus de trafic dans mon réseau. Ah, on fait la presque Donc, totalité, Bernard, là. c'est pas les réseaux sociaux qui sont au-dessus. Inquiète-toi pas, je travaille comme il faut, là. Et voilà. Et finalement, juste rapidement, ici, on a des graphiques qui sont très utiles, qui nous montrent la qualité des liens. Puis on peut aussi regarder à travers le temps si on a des pertes de paquets, voir aussi la latence et le jitter. Donc ça peut être intéressant quand on veut troubleshooter, on pourrait dire des problèmes de performance de lien. Ouais. Ici, ton lien est de grande qualité. Je vois que tu as 3 millisecondes de latence. Donc, tu as la fibre, puis tu n'es pas tellement loin de Montréal. Donc, tu as, une latence exceptionnelle. Merci Ouais, beaucoup, Pierre-Luc, pour, ça fait pour plaisir. cette démo. Et puis, comme on a pu voir dans la démo de Pierre-Luc, la plateforme de l'orchestrateur Adaptive permet de gérer vraiment le cycle de vie complet du réseau avec une emphase importante sur la gestion du réseau une fois qu'il est déployé. Puis on verra un peu plus tard dans la deuxième démo l'aspect sécurité. Et ça nous permet de vraiment faire un saut sur la question des défis de la cybersécurité avec le SASI. Donc, je vais commencer avec qu'est-ce que le SASI? SASI, ça veut dire Secure Access Service Edge. Je ne sais pas s'il y a un acronyme français pour dire SASI, mais je n'ai pas tenté de le traduire. Mais le SASI, pour faire simple, c'est la combinaison du SD-WAN, qui est essentiellement, comme vous avez pu constater, le SD-WAN, c'est vraiment une approche de réseau cloud avec une approche de sécurité cloud. Et les deux ensemble, ça fait le SASI. Donc, quels sont les avantages de mettre les deux ensemble, en fait? C'est ça la question. Premièrement, ça amène un haut niveau de simplicité. Donc, premièrement, on n'a plus besoin de deux boîtiers. On n'a pas un pare-feu et un routeur SD-WAN. On a un seul boîtier. On a une plateforme qui est orchestrée à travers une plateforme cloud qui est simple à utiliser. Un coût opérationnel qui est typiquement plus bas que d'avoir deux solutions. Un niveau d'agilité et de scalabilité qui est fort accru. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que si demain matin, vous avez un réseau pour lequel vous avez déployé des pare-feux et que vous voulez passer, par exemple, de 100 mégabits par seconde à 1 gigabit par seconde, ben, vraisemblablement, il va falloir acheter des nouveaux pare-feux et déployer des nouveaux pare-feux. Ce n'est pas un processus qui est rapide. Ce n'est pas un processus qui coûte rien. Et avec du SASI, en fait, comme la sécurité est implémentée dans le cloud, le routeur n'est pas impacté par le, entre guillemets, workload associé à la sécurité, qui est très lourde. Par exemple, quand on commence à faire, par exemple, la détection en temps réel de malware avec de l'intelligence artificielle, ce que l'on sait faire, ça requiert énormément de compute pour le faire en temps réel. Et ça, sur un firewall, et si vous regardez n'importe quelle description de firewall, prenez un firewall, par exemple, de Cisco ou peu importe la marque, et regardez le bandwidth que le firewall fait. Et si vous mettez tous les features à on, incluant le real-time anti-malware, il va vous rester à peu près 5 à 10 de votre bande passante. Sur du SASI, ce n'est pas vrai. Si je mets les fonctionnalités de sécurité, ça ne change absolument rien à ma bande passante. Parce que le compute est dans le cloud et le cloud, on est capable de rapidement, essentiellement, scale le cloud et c'est nous qui le faisons. Vous n'avez pas besoin d'en occuper. Et finalement, ça permet de combiner le routage, la sécurité et la qualité de service dans un ensemble. En fait, si vous regardez le SASI, en fait, c'est un concept qui a été inventé par Gartner. Hein. Et en 2018, donc c'est relativement récent, le concept, l'idée est apparue en 2018, et nous sommes un acteur qui s'est inscrit là-dedans, mais vraiment dans un concept de SASI simple à utiliser. C'est-à-dire pas un SASI qui est nécessairement développé pour les entreprises qui ont un bouquet
applicatif fort complexe et un réseau très complexe. On est plutôt dans la simplicité, dans une solution qui va adresser les besoins des, en guillemets, petites et moyennes entreprises. Par moyenne entreprise, on veut dire typiquement moins de 5000 employés. Donc, qu'est-ce que ça fait au final? Ben, ce que ça veut dire, c'est que le Cloud SD-WAN, l'Adaptive Connect, c'est le nom de notre cloud, il s'appelle Adaptive Connect. Ça, c'est l'ensemble des data centers que l'on opère, qui est essentiellement le réseau que nos clients utilisent quand ils utilisent notre SD-WAN. Bien, il devient un réseau, un Cloud SD-WAN sécurisé, qui, pour faire simple, va bloquer les données invalides et permettre aux données valides de passer. Et qui donc offre essentiellement un bouclier pour l'ensemble de nos usagers. Donc, il y a 3 volets à cet élément de sécurité-là. Il y a les couches de base de la sécurité SD-WAN. Et Pierre-Luc a mentionné un des éléments, la capacité de travailler en réseau parfaitement privé au niveau des adresses IP. Ce n'est pas négligeable parce que si l'ensemble des succursales sont sur un adressage privé, ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité d'intrusion de l'extérieur. Et donc, c'est la meilleure solution pour diminuer la surface d'attaque. On peut limiter la surface d'attaque aux devices, aux équipements qui ont réellement besoin d'être visibles de l'extérieur. Donc, idéalement, on va réduire le nombre de ports qui vont être ouverts et on va limiter ça à certains équipements seulement. Et donc, ces équipements-là, on va y porter une plus grande attention, mais l'ensemble du réseau ne sera pas exposé. Deuxièmement, la solution MyConnect, qui permet un accès sécurisé pour les travailleurs à distance, complètement crypté. D'ailleurs, l'ensemble du réseau SD-WAN est toujours crypté. Donc, les flux sont toujours cryptés. Ensuite, il y a une capacité pour certains de nos data centers. C'est pas vrai pour tous nos data centers, mais on peut dire à certains niveaux, c'est vrai pour tous, mais à des niveaux de DDoS variables d'un data center à l'autre. Mais comme le trafic passe par nos passerelles, et que nos passerelles sont là où sont les adresses publiques, il est impossible de saturer le lien d'un client directement. On doit saturer le lien de la passerelle. Et les passerelles sont équipées de grandes capacités de transfert. Et comme l'attaque DDoS typique est 1 à 2 gigabits par seconde, et que nos passerelles sont équipées typiquement de 20 gigabits par seconde de capacité de trafic, il devient très, très, très difficile, très dispendieux, très cher de faire une attaque DDoS sur les réseaux adaptifs. Ensuite, certains de nos data centers sont en plus équipés de protection DDoS spécifique. C'est seulement certains gros data centers. Ensuite, bien, le routeur est aussi un pare-feu et qui bloque tout trafic indésirable. Et comme j'avais mentionné, tout le trafic est crypté. Donc, tout ce que je viens de présenter, c'est dans la solution SD-WAN de base. On n'a pas besoin d'avoir les options de sécurité avancées. Ça, c'est déjà le paramètre de base. Comme vous voyez, c'est déjà très significatif comme capacité de sécurité. Maintenant, nous avons des options supplémentaires en sécurité. La première, c'est Web Protect. D'ailleurs, c'est ce que Pierre-Luc fera en démo. Et là, ici, c'est de détecter les URL, donc les destinations en temps réel, et les passerelles, donc les gateways en anglais, vont regarder les destinations pour bloquer le contenu web qui est indésirable, qui peut représenter, par exemple, des risques de sécurité comme le phishing, les logiciels espions, etc., ou d'autres types de risques, par exemple juridiques, associés à des activités illégales. Par exemple, quelqu'un tente d'aller sur un site web pour la drogue ou autre chose de ce genre-là. Enfin, vous pouvez bloquer le contenu que vous voulez bien bloquer, qui est un risque ou pas. Vous pouvez aussi bloquer des choses qui sont absolument pas risquées, comme par exemple les réseaux sociaux. Et donc, cette plateforme-là, ça s'appelle Web Protect. C'est du URL filtering, URL and destination filtering. La beauté de la solution, c'est que contrairement à des pare-feux où on doit mettre à jour ou acheter des services d'update de base de données d'URL, ben, c'est une plateforme qui est gérée dans le cloud et qui est toujours à jour et qui a plus de 20 millions d'URL qui sont catégorisés. Ce qui permet, j'ai oublié de traduire le titre ici, ce qui permet d'avoir différents niveaux, puis là on parle vraiment de template, comme le mentionnait tout à l'heure Pierre-Luc, différents niveaux de sécurité où on va permettre,
certains types on va bloquer certains types de trafic. Par exemple, si on allait avec le template qu'on appelle Very Light, OK, bien, la seule chose qui serait bloquée, c'est le malware. Ça représente 6,4% des 20 millions. Mais on peut être beaucoup plus restrictif. Par exemple, aller à Very Restricted, où là, on bloque plein de choses, les médias sociaux, les sujets personnels, le gaming, le contenu pour adultes, etc. Ben là, ça serait peut-être plus associé, quelque chose qui serait plus pertinent, par exemple, pour une école, pour des enfants, par exemple. Ultimement, le tout s'inscrit dans une stratégie de sécurité complète, où nous avons un ensemble de fonctionnalités pour faire de la sécurité de réseau. Donc, le Destination Filtering, je n'ai pas mis de slide là-dessus, mais sur le Real-Time Anti-Malware Protection, l'encryption, le failover, l'inspection de trafic, etc. Ça, c'est vraiment la sécurité de type réseau. Maintenant, nous avons un partenariat avec un acteur de sécurité de données qui s'appelle Coro, un acteur qui a une solution qui est fort performante et qui permet de gérer la cybersécurité pour la donnée qui est sur un device, sur un équipement. Donc, par exemple, Endpoint Security, donc on appelle ça du EDR, Endpoint Detection and Response, OK? Que ce soit sur du endpoint, sur un device, comme par exemple un laptop, ou dans un device qui est virtuel dans le cloud, comme par exemple la sécurité cloud pour les data stores, par exemple Office 365. Donc la combinaison de la sécurité de type data security avec la sécurité de type de réseau permet d'avoir vraiment une stratégie complète de sécurité au niveau d'Adaptive. Et avec ça, je vais passer le microphone à Pierre-Luc qui va nous faire une rapide démonstration de WebProtect, la plateforme pour le filtrage des URL indésirables. Pierre-Luc, Mike is yours. Oui, donc, vous vous rappelez, j'avais fini ma présentation avec le portail client ici, dans lequel on peut monitorer le site. Eh bien, si durant la création de l'ordre, si on fait une requête pour avoir ce qu'on appelle la protection ou le filtrage des URL ou des sites, eh bien, à ce moment-là, il y a un menu qui va s'afficher dans le portail client ici, dans lequel, si on clique, on aura l'opportunité de pouvoir configurer du filtrage. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'encore une fois, on essaye toujours de faciliter la configuration autant que possible. Donc, on a déjà des templates avec différents degrés de sécurité, comme Bernard avait mentionné auparavant. Donc, si on allait avec très léger, bien, on verrait que seulement les sites qui sont connus pour avoir du malware seront bloqués. Mais après ça, on peut augmenter le niveau de sécurité. Par exemple, si on va dans standard, ce qui est probablement ce qu'on voit le plus souvent, ben, on voit que là, non seulement les sites avec du malware vont être protégés, bien évidemment, tous les sites qui ont des risques de sécurité ou qui ont même du contenu explicite, ainsi que la publicité sera bloquée. Et plus on augmente dans la restriction, on pourrait dire, ben, plus qu'on va voir des catégories qui sont bloquées. Évidemment, chaque cas est unique et peut-être qu'en regardant les différents templates, ça ne couvre pas exactement toutes les catégories que vous voulez bloquer. Eh bien, on a une solution pour ça. On peut le faire aussi personnalisé. Donc, ici, vous aurez l'opportunité de pouvoir choisir de bloquer exactement les différentes catégories de sites que vous voulez bloquer. Donc, moi, j'ai déjà fait un petit lab, on pourrait dire ici. J'ai déjà configuré, on pourrait dire l'essentiel, mais j'ai également configuré dans ma configuration les sites qui ont du jeu vidéo et les réseaux sociaux aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'accéder à des sites qui sont bloqués. Donc, par exemple, miniclip.com, ça, c'est un site de jeux vidéo que j'ai beaucoup joué, un peu trop, je pense, durant l'école, quand j'étais plus jeune. Et je vois que ça existe encore aujourd'hui après 20 ans, donc ça ne me rajeunit pas, mais on peut voir que le site est bloqué parce que j'ai bloqué le gaming. J'ai aussi mis TikTok parce que pour vous montrer que dans mes politiques, je voulais bloquer les réseaux sociaux. Eh bien, TikTok est bloqué. Ce qui est intéressant ici, je devrais prendre peut-être une petite minute pour expliquer un peu comment ça marche.
ici, on peut voir une page qui bloque le site, puis on voit que c'est bloqué par, dans le fond, le SASE d'Adaptive Networks. Il y a deux façons de déployer le filtrage de sites. La première, c'est la plus simple. C'est que on voit beaucoup de demandes pour ça, c'est qu'on peut déployer le filtrage sans devoir déployer des certificats pour chaque utilisateur. Ça rend le déploiement extrêmement simple. Par contre, s'il n'y a pas de certificat, on ne verra pas cette page bloquée-là. Le site ne va juste pas être accessible. Okay? Donc, ça, c'est intéressant pour, je vous dirais, les clients qui ne jouent pas beaucoup dans Active Directory puis qui ne veulent pas déployer ça, dans le fond, à tous leurs utilisateurs manuellement. Ben, il y a une façon très simple de le faire. Puis le résultat va être le même. Au bout du compte, les sites que vous voulez qu'ils soient bloqués vont être bloqués. Par contre, dans certains cas, vous voulez vraiment montrer à l'utilisateur que hey, c'est bloqué à cause de nos politiques, ben à ce moment-là, c'est possible. On peut déployer des certificats Adaptive Networks et à ce moment-là, quand un site est bloqué, on verra la page qui est bloquée. Maintenant, ce qui est très intéressant dans ce cas-ci, c'est que le certificat d'Adaptive va être utilisé seulement si le site est bloqué. Donc, il faut comprendre que dans des solutions, dans les autres solutions SASE qu'on voit dans le marché, ces solutions-là requièrent de tout le temps mettre les certificats. Et donc, des fois, ça peut causer problème parce qu'il y a des sites web qui font ce qu'on appelle du certificate pinning, donc par exemple Facebook ou YouTube. Google le fait beaucoup aussi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ces sites-là vont vraiment bloquer n'importe quelle tierce partie de mettre leur certificat dans le chemin, si vous voulez. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas appliquer le filtrage. Il faut whitelist, si vous voulez, les sites web. Donc, il n'y a pas moyen de faire de la sécurité dessus. Nous, on fait juste mettre le certificat si le site est bloqué, basé sur la destination du site. Et donc, ça nous permet de pouvoir bloquer ces sites-là aussi. Et encore une fois, ce n'est pas nécessaire d'avoir le certificat si on veut garder un déploiement qui est plus simple pour le client. Donc, c'est vraiment à la discrétion du partenaire du client de choisir le déploiement. Dans certains cas, il est impossible de déployer un certificat. Je pense particulièrement aux écoles. On ne peut pas réalistement déployer des certificats sur les équipements des étudiants. Et donc, dans ces contextes-là, la solution est particulièrement bien adaptée. Oui, ça s'applique au réseau, en fait. Donc, tout le monde est protégé. Donc, on va parler de quelques cas d'usage. Il y en a beaucoup, Pierre-Luc. Je t'invite à peut-être choisir 2 ou 3 que tu veux parler. Celui-là est très intéressant. Donc, peut-être commencer par celui-là, parce que c'était une panne réseau généralisée au Canada. Oui, bien sûr, pas de problème. Donc, au Canada, on a eu une énorme panne. Moi, je m'en rappelle encore, puis ça fait déjà quasiment 3 ans. Il y avait un gros telco au Canada, c'est dans les top 3 des plus gros, qui a eu une panne complètement généralisée sur leur réseau complet. Donc, c'était une panne logique qu'on appelle, c'était pas une panne physique. Ça veut dire que c'est pas juste un câble qui a été coupé quelque part. Il y a une panne logique, tout le réseau complet a planté. Donc, si vous aviez du LTE ou vous aviez de la fibre avec eux autres ou du câble, le résultat était le même, c'était complètement down. Pour plusieurs heures, je crois que c'était quasiment 8 heures, ou c'était quasiment toute la journée que ça avait été complètement ça a commencé à 9 h le matin, ça a terminé à 18 h. Voilà, on voit 16 heures ici. Hein? Donc, une énorme panne. Eh bien, ici, on peut voir qu'on a à gauche, c'est la panne qu'on voit sur le lien qui utilise ce telco-là. Et à droite, c'est dans le fond, ça montre les différents liens qui sont utilisés par ce client-là qui a Adaptive. Et eux autres, évidemment, ils ont une diversité de liens. Donc, il y avait un lien peut-être avec ce telco-là, mais il y en avait avec un autre. Et on peut voir que la qualité du lien qui est caractérisée par la ligne verte, on pourrait dire, est restée stable toute la journée. Donc, du moment que l'appareil Adaptive va détecter que le lien était tombé, automatiquement, il a changé de lien avec un délai extrêmement faible parce qu'on envoie des paquets de contrôle à chaque à peu près 100 millisecondes. Donc, le failover se fait très, très, très rapidement. Donc, bien souvent, le client ne s'en rendra même pas compte qu'il change de lien. L'adresse IP reste la même aussi. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de changements sur le réseau qui se fait. Et ça permet vraiment aux clients, dans le fond, de ne pas ressentir la panne du tout et de rester en ligne. Et ça, on voit que dans la réalité d'aujourd'hui, ben, les entreprises dépendent tellement de l'Internet maintenant qu'une panne pour plusieurs types d'entreprises peut complètement, en fait, ça provoque la fermeture des portes pour la journée. C'est comme tu aimes souvent dire, Bernard, si tu étais un restaurant et que l'Internet plante complètement, si tu fermes le restaurant, après ça, tes systèmes de paiement sont à terre.
Bon, là, je ne connais peut-être pas le cas d'usage en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous payez un peu plus comptant que nous ici en Amérique du Nord. Je ne veux pas présumer. Mais ici, tout le monde paye carte de crédit et carte de débit. Donc, en fait, il n'y a pas moyen de payer. Donc, juste pour ça, déjà, ben, faut fermer le magasin. Et évidemment, ben, il y a aussi, on dépense, il y a d'autres applications aussi qui sont souvent hostées dans le cloud. Puis ça fait que si on ne peut pas accéder à ces applications-là, ça devient très difficile de travailler. Donc, dans bien des cas, une panne de 16 heures sans redondance, c'est très difficile de continuer d'opérer. Intéressant de noter Pierre, que pendant... Oui, oui. de toute façon, en Côte d'Ivoire aussi, tout le monde est dépendant d'Internet, hein. Du coup, Ouais, Oui. l'idée, c'est que le gros avantage, n'est-ce pas, de cette solution-là, c'est de ne pas être dépendant d'un opérateur. Parce que exact. ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les opérateurs vont vous vendre un lien. Le même opérateur va vous vendre un backup en LTE, il va vous vendre un backup en FH. Mais lorsqu'il arrive un problème au cœur de son réseau, vous êtes totalement isolé parce que vous dépendez de cet opérateur. L'idée aujourd'hui avec Adaptive Network, vous pouvez faire affaire avec tous les opérateurs, que ce soit Orange, MTN, Move, peu importe. Donc, on supporte tous ces liens. Donc, le petit boîtier que Pierre-Luc a présenté tantôt, vous avez vu qu'il y a plusieurs interfaces. Il y a le WAN 1, 2, 3, et puis il y a juste le LTE. Et le basculement se fait directement de façon automatique. Et vu que Absolument. l'adresse IP qui est utilisée n'est pas une adresse IP liée à un opérateur, vous allez voir que le changement est vraiment transparent et c'est carrément géré par le cœur du réseau, quoi. Donc, c'est un gros avantage dont je tenais quand même à le souligner. Donc, désormais, Oui. les entreprises sont plus tenues à dépendre d'un seul opérateur. Vous pouvez faire affaire avec tous les opérateurs et puis derrière, le trafic va être géré par nos équipements. Absolument, tu as tout à fait raison. Et l'exemple que tu donnes, c'est très intéressant, Jules, parce que Rogers, au Canada, offrait un service aux entreprises de backup LTE pour les liens d'entreprise. Évidemment, tous ces clients-là ont planté complètement pendant 16 heures. Donc, la proposition de valeur de la redondance n'a de sens que s'il y a une réelle diversité physique, c'est-à-dire c'est pas le même câble, et logique, c'est pas le même telco. S'il n'y a pas ces deux notions-là, il y a une forte probabilité que la panne soit corrélée. C'est-à-dire que si un tombe, l'autre tombe. Le SD-WAN ne peut pas faire de miracle. Si j'ai deux services Exact. filaires, mais que les deux services filaires sont techniquement sur le même lien et qu'il y a un fiber cut, le SD-WAN ne peut pas faire de miracle. C'est aussi pour ça qu'on recommande fortement d'avoir une diversité physique, c'est-à-dire d'avoir du sans fil, donc du LTE, plus du filaire, de manière à avoir un très haut niveau de performance ou de disponibilité de service pour atteindre tout près de 100%. Pierre-Luc, les applications critiques, c'est un autre use case intéressant. Oui, évidemment. Donc, avec notre appareil, comme je vous avais expliqué un peu auparavant, nous, on fait du FPI, donc du First Packet Inspection. Donc, on est capable d'inspecter le trafic au premier paquet et déterminer, dans le fond, c'est quoi le type d'application qui est utilisé. Et après ça, automatiquement, le système va appliquer la priorisation basée sur les configurations faites auparavant. C'est important de noter qu'on fait de la priorisation bidirectionnelle. Et ça, c'est Ouais, un avantage gigantesque absolument. sur une solution qui est on-premise, dans le sens que si vous avez un firewall qui fait le QoS, il va pouvoir le faire sur le trafic qui sort, mais il ne pourra pas le faire sur le trafic intrant. Dans une solution cloud comme la nôtre, vous avez deux components, donc vous avez dans le fond deux parties de la solution, si vous voulez, qui fait la QoS. Vous avez le CPE, qui est notre routeur SD-WAN, qui fait la QoS pour le trafic sortant. Mais on a aussi nos passerelles ou nos data centers, si vous voulez, nos centres de données qui vont faire de la QoS sur le trafic qui rentre. Donc, il y a du QoS qui se fait sur les deux côtés, ce qui permet encore une fois de pouvoir préserver la qualité applicative, surtout en cas de restriction dans le réseau. Donc, la QoS devient importante quand votre client il est saturé dans le fond. À ce moment-là, c'est là qu'on peut vraiment s'assurer que les applications critiques soient protégées. Et quelque chose à noter aussi, c'est que la QoS n'est pas statique, elle est dynamique. Ce qui veut dire qu'on applique la QoS, on donne autant de bandes passantes qu'il faut pour l'application critique. Vous n'avez pas de seuil à préconfigurer. Donc, ce qu'on voit souvent dans l'industrie, c'est que les gens ils vont mettre, mettons, 25% de garantie pour la voix, en cas que, il y ait un bouchon dans le réseau.
le problème avec ça, c'est que si la plupart du temps, vous n'utilisez pas le 25%, ben, vous venez dans le fond de restreindre de beaucoup votre lien, là, parce que là, vous avez de la bande passante qui n'est jamais utilisée. Enfin, en utilisant un système dynamique, si la voie n'est pas utilisée, ben, on va le donner à quelque chose d'autre. Puis si la voie est vraiment utilisée, ben là, on va y en donner plus. Donc, c'est dynamique et en même temps, c'est plus simple à configurer. Parce que là, vous n'avez pas de configuration manuelle à faire pour chaque application, de dire, bon, ben, cette application-là, je veux 25%, celle-là, je veux 10%. Le système s'en occupe automatiquement pour vous. Absolument. C'est un élément fort important et c'est particulièrement important si les liens sous-jacents sont limités en capacité. Si Oui. vous avez des problèmes de capacité, par exemple, en particulier si vous avez de la DSL, qui peut être extrêmement non balancée, c'est-à-dire que la capacité entrante et sortante est très distincte, est très différente. Mais là, vous pouvez Asymétrique. vraiment avoir des problèmes de bande passante. C'est là où la priorisation des applications critiques devient importante. Bien sûr, si vous avez des réseaux complètement surdimensionnés, avec de la fibre optique très surdimensionnée, en réalité, les fonctionnalités de QoS ne seront pas appliquées très régulièrement. Les règles de QoS ne sont appliquées par la solution que s'il y a contention. C'est-à-dire que s'il y a essentiellement une congestion qui va faire en sorte qu'on va devoir réserver en temps réel, de manière dynamique, du trafic pour les applications qui sont plus importantes que d'autres pour vous. Par contre, Bernard, il ne faut pas sous-estimer la Windows qui peut toujours envoyer une mise à jour qui est très, très lourde. Donc, même avec Absolument. des gros liens, Bien ça sûr. ça peut causer problème. Oui, absolument. Non, ça, c'est un bon point que tu mentionnes, Pierre-Luc. Un des challenges dans un réseau, c'est qu'on ne contrôle pas vraiment les équipements et quand est-ce qu'ils vont utiliser de la bande passante. Donc, par Ouais. exemple, les PC, mais les mobiles, même chose pour iOS, hein, vont démarrer des uploads d'updates Ouais. en background, utiliser toute la bande passante qu'ils veulent bien, sans trop de regard à l'impact pour le réseau. Et si on a, par exemple, 10 devices iOS qui sont connectés, qui décident en même temps de faire le download de la dernière version d'iOS, ben, le risque, ça risque de saturer les réseaux. Et Ouais. on ne s'en rendra pas compte. En général, c'est pour ça qu'on met toujours en basse priorité ce type de service-là pour faire en sorte que les applications plus importantes ne soient pas impactées. Les serveurs Ben, publics, c'est aussi un use case très intéressant. Ah, vas-y, Jules. ouais, ce que je voulais ajouter par rapport à la slide précédente, c'est que l'importance, n'est-ce pas, d'aller vers cette pratique. Je prends juste toujours l'exemple d'un trafic de circulation, hein. Vous savez que on est à l'aise quand on est en face des Abidjanais. Il y a tout le temps des embouteillages à Abidjan. Mais qu'est-ce qui arrive, par exemple, lorsque vous êtes dans un bouchon et qu'il y a un véhicule des pompiers qui arrive? Vous allez voir que tout le monde va se tasser, OK, pour laisser, par exemple, l'ambulancier passer, pour laisser le corbillard passer, parce que c'est eux qui ont la priorité. On utilise la même voie, mais on n'a pas le même poids de priorité. C'est exactement la même chose ici. Ouais. Donc, dans l'entreprise, les gens, les utilisateurs n'ont pas le même niveau d'utilisation. Pendant que certains sont en train de travailler sur les applications métiers de l'entreprise, d'autres peuvent être en train de faire peut-être télécharger les films YouTube, whatever. Ce qu'il a dit, c'est que quelle que soit la qualité du réseau, même lorsque votre bande passante venait à être dégradée, vos applications plus critiques vont toujours fonctionner. Donc, on part rechercher un peu le ressenti du client, ce qu'est l'expérience client, qui est différent forcément de réserver une bande passante, comme Pierre-Luc le dit, parce que ça ne sert à rien de réserver 2 mégabits pour la voix. Et lorsque la voix n'est pas utilisée, ces 2 mégabits là, c'est gaspillé là. OK? Donc, il faut vraiment aller vers ce genre d'application. Et c'est très, très gagnant pour les entreprises, en fait. Absolument. Ouais. Les Le serveurs prochain. publics, c'est un autre use case très intéressant. Oui, j'ai personnellement travaillé sur ce projet-là. Je m'en rappelle très bien. Donc, on avait un client au Canada, dans l'ouest, en fait, du pays. Et eux autres, ils ont des sites web qui s'hébergent localement. Donc, c'est des sites web qui sont publics et donc qui doivent être accessibles à partir de l'Internet. Et le cas d'usage, c'est vraiment de pouvoir balancer le trafic intrant. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de quand même difficile à faire avec un firewall tout seul, parce que le firewall ne peut pas balancer le trafic intrant. Il peut juste le faire sur le trafic sortant. Donc, avec notre solution, ce que moi j'ai proposé à ce client-là, eux autres, il y avait 3 sites web. J'ai proposé un /29, donc un bloc de 8 adresses IP publiques. Il faut toujours soustraire 2 parce qu'il y en a 2 qui ne sont pas utilisables, évidemment. Donc, il y avait 6 adresses IP publiques de disponibles. Et ce que je leur ai proposé, c'est de configurer leur pare-feu pour, dans le fond, ils vont configurer des adresses IP virtuelles sur le pare-feu.
Donc ça veut dire que sur une interface WAN, ils peuvent mettre plusieurs adresses IP différentes. Et après ça, de faire du one-to-one NATing. Donc, les sites web, si vous voulez, sont derrière le pare-feu avec des adresses IP privées. Mais le pare-feu peut utiliser les adresses IP publiques d'Adaptive pour faire la traduction, si vous voulez, le NATing. Et ça permet de faire, dans le fond, du balancement de lien en intrant. Donc, dans le fond, les ressources restent à peu près tout le temps disponibles. On a un SLA de 99,99%, donc on a 4.9. Donc, ça fait que le site web reste tout le temps en ligne et disponible pour le public d'y accéder. Donc, ça fait un déploiement. Ça, c'est un des codes que je parlais durant ma présentation, ma démo un peu plus tôt, dans lequel ça prend un bloc d'adresse IP publique. Évidemment, dans ce cas-ci, tu ouvres ton réseau à l'Internet, il faut s'assurer que le firewall soit bien patché, si on s'entend. Mais c'est un cas dans lequel on n'a pas le choix. Il faut avoir des adresses IP publiques pour être capable d'avoir ces ressources-là qui sont disponibles de l'Internet. Mhm. Oui, ce cas d'usage-là, c'était aux États-Unis, donc c'était à Washington. Eux autres, ils voulaient une solution, dans le fond, cloud. Ils voulaient un SASE qui est léger. Et ça, je pense, c'est une conversation qui est vraiment importante d'avoir, c'est que quand les gens parlent de SASE beaucoup, ils ont en tête le SASE des grandes entreprises. Pourquoi? Parce que le SASE a vraiment émergé en premier pour les grandes entreprises. En fait, comme le SD-WAN, Bernard, je pense que le SD-WAN a commencé Même il y a chose, 10 bien ans sûr, pour les bien grosses sûr. entreprises. Et au fur et à mesure, on a vu des compagnies comme Adaptive Networks, par exemple, amener cette technologie-là pour les petites et moyennes entreprises. Présentement, le SASE, c'est très populaire au niveau des larges entreprises. Donc, on a des joueurs. C'est un marché qui s'en est très saturé. Là, on voit quand même des gros joueurs qui se battent pour ces morceaux-là, on pourrait dire. Donc, dont notamment Keto Networks et Netscope. Netscope, peut-être plus populaire chez vous parce qu'en Europe, c'est très populaire, Netscope. C'est une compagnie européenne, je crois. Et eux autres, ils offrent du SASE qui a énormément de composantes. C'est très compliqué. Par contre, ça peut faire énormément de choses. Mais le problème, c'est que c'est très cher. Fait que pour les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas les moyens d'accéder à des technologies de ce degré-là. Et non seulement les moyens, je dirais, financiers, mais les moyens techniques aussi. C'est des solutions qui sont compliquées à gérer. Et donc, on voit dans le marché petites et moyennes entreprises qu'il y a beaucoup de demandes pour avoir une sécurité cloud qui est plus légère. Donc, qui va répondre aux besoins du budget, besoins financiers, mais aux besoins techniques aussi. Et donc, eux autres, ce qu'ils voulaient, dans le fond, ils voulaient avoir. Eux autres, ils avaient présentement un pare-feu et ils voulaient remplacer les pare-feux par une solution cloud. Donc, l'idée, c'est qu'on remplace les pare-feux par un appareil adaptif avec des fonctionnalités de sécurité. Parce que là, en enlevant le pare-feu, ça prend de la sécurité qui sera faite dans le cloud. Et donc, c'était ça, use case. Donc, eux autres sont allés pour du filtrage web. Ils m'ont dit très clairement dans le processus de qualification, on ne veut pas de certificat parce que c'est trop compliqué à déployer. Donc, ils étaient très contents de notre solution. En fait, ça a été un des éléments clés, je vous dirais, de la préqualification. C'était d'avoir un déploiement qui est simple. Ils avaient beaucoup de sites, mais peu de ressources TI. Et donc, de pouvoir déployer le filtrage sans certificat, dans leur cas, eux autres, ils étaient très contents. Et donc, ça permettait d'avoir une solution qui est très légère au niveau du site, très facile à déployer et qu'on peut déployer vraiment à grande échelle parce que c'est une des avantages du cloud, c'est qu'on peut scaler très facilement. Donc, on peut rajouter des nouveaux sites au réseau sans aucun problème, sans devoir tout reconfigurer manuellement parce que tout est déployé au niveau de l'orchestrateur. Donc, dans ce cas-ci, on allait avec du Enterprise Connect et du Web Protect. Pourquoi? Parce que les sites voulaient de la connexion entre eux autres. Donc, ça prenait Enterprise Connect pour faire le VPN de site à site. Et Web Protect, c'est on pourrait dire la composante filtrage web qui peut être ajoutée au-dessus de notre SD-WAN. Et évidemment, ben, pour les travailleurs qui sont à distance, parce qu'en Amérique du Nord, on a beaucoup de travailleurs hybrides qu'on appelle, qui travaillent un peu à la maison, un peu au bureau, ben, ils peuvent utiliser MyConnect pour se connecter aux ressources internes. Parfait. Merci beaucoup, Pierre-Luc, pour celle-ci.
Ça fait plaisir. Ah, Trustwell Living, ça c'est un client très intéressant. Quand on a sorti la nouvelle version qui était 8.0, qui était une version complètement refaite de notre ancien SD-WAN, parce qu'on fait du SD-WAN depuis au moins 10 ans, même plus, je pense. On a redessiné toute la solution et ça a été notre premier client, ça fait déjà quelques années de ça. J'avais travaillé dessus. Eux autres, dans le fond, c'était une résidence de personnes âgées. Ils avaient 4 sites et eux autres, ils ont besoin de faire de la connexion entre les sites. Évidemment, nous, on propose l'Enterprise Connect dans ces cas-là, mais ça peut arriver qu'il y a des clients qui ne veulent pas défaire leur VPN. Ils veulent le garder, il fonctionne déjà, puis ils ne veulent pas toucher. Donc, c'est possible de supporter le VPN site à site du pare-feu du client. Donc, on n'a pas touché à cette portion-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est que eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment optimiser le trafic de la voix et les applications de santé. Pourquoi? Parce que il y avait des fois des problèmes. Le réseau devenait congestionné, puis le trafic de voix souffrait beaucoup. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, en fait, les personnes âgées, là, ils regardent beaucoup Netflix, ils font beaucoup de streaming. Et donc, ça pouvait créer une congestion dans le réseau et ça impactait les appels voix. Donc, en faisant de la QoS bidirectionnelle avec Adaptive, ben, le trafic voix va être priorisé par-dessus Netflix et ça fait que le trafic voix et tout le trafic applicatif qui sont reliés à des applications de soins de santé vont être priorisés sur le reste pour garder leur qualité de service, si on veut. Finalement, nous, on avait proposé une adresse IP publique pour chaque pare-feu. Pourquoi? Parce que pour garder le VPN en place, ben, il faut donner des adresses IP publiques, on n'a pas le choix. Les pare-feux sont des solutions on-premise qui requièrent une adresse IP publique pour se voir et créer le tunnel, dans le fond, le tunnel VPN. Et donc, dans ce cas-ci, on leur a donné des adresses IP publiques avec Business Connect et ça a fait que leur VPN site à site continue de fonctionner tout en utilisant notre optimisation de trafic pour, dans le fond, le trafic Internet. Dernier use case, après ça, on va passer à la conclusion, Pierre-Luc. Oui, St. Martin's, un autre cas que je connais bien, j'ai travaillé dessus aussi. Celle-là, c'était un cas assez intéressant. Donc, c'est une école primaire, donc pour les jeunes enfants de à peu près 5 à 12 ans, qui, aux États-Unis, c'était au Texas. Eux autres, leur pare-feu Cisco était déjà expiré. Donc, eux autres, il y avait un ASA, qui est un classique là, dans l'industrie. Beaucoup de gens l'ont, ce modèle-là. Et eux autres, ils n'avaient pas de service informatique pour gérer non seulement le pare-feu, mais le réseau au complet. Donc, eux autres, ils n'ont pas d'employés TI et ils n'avaient plus de MSP. Donc, il n'y avait plus de firme conseil pour les aider. Donc, en gros, il n'y avait personne pour gérer un réseau de 200 000 C'est ça qui s'est passé. Donc, on a un agent qui nous a appelé et qui voulait avoir une solution de sécurité cloud qui est managed. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Adaptive, c'est Network as a Service, ce qui veut dire qu'on offre le support. Le support vient avec la licence et on peut aussi configurer pour vous le site. Ce n'est pas un problème. C'est une des tâches principales des ingénieurs de solutions, dont moi, par exemple. Et ce qu'on peut faire, on peut configurer pour le client. Et donc, le client ne sait pas du tout comment configurer la sécurité. Donc, on l'a fait pour eux autres. On a déployé un appareil adaptif et on a déployé des policies, donc des configurations de sécurité dans le cloud. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'infrastructure est gérée par Adaptive. Donc, le client n'a pas à gérer l'infrastructure. Et qu'est-ce que ça veut dire, gérer l'infrastructure? Ça veut dire que le client n'a pas à patcher le firewall, parce que le patching peut se faire par nous. C'est nous qui patchons les gateways automatiquement. S'il y a des changements de configuration de sécurité qui peuvent être faits, ils peuvent juste nous appeler et on va le faire pour eux autres. Et donc, il n'y a pas de maintenance à gérer non plus parce qu'il n'y a pas de maintenance avec Adaptive. Ça fait partie du service. Donc, c'est une solution très, très simple pour le client qui a à peu près rien à faire dessus. Et donc, ça a été vraiment, je veux dire, un projet intéressant. Donc, ça a libéré beaucoup de stress sur les épaules du client. Okay. On va passer les derniers, il y en a beaucoup des use cases. On va passer à la conclusion. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Donc, pour conclure, premièrement, merci beaucoup de votre temps. Sachez que ce webinaire est enregistré et donc il sera disponible pour regarder, tant pour ceux qui étaient là aujourd'hui en live que ceux qui l'ont raté, qui pourront l'écouter en différé.
Maintenant, pour conclure, le SD-WAN, bien, il ajoute de la qualité et de la fiabilité pour la connectivité d'entreprise, qui est un élément important dans une démarche de transformation numérique réussie. Mais aussi, grâce à l'élément SASI, amener un élément de sécurité de réseau, de base dans le cas du SD-WAN, mais qui peut aller beaucoup plus loin avec le SASI, qui là vraiment offre une sécurité avancée en termes de URL, de filtrage URL ou de détection de malware en temps réel. Et Adaptive Networks propose des solutions très évolutives sur le sujet du SD-WAN et du SASI, qui restent simples à utiliser, simples à déployer, tout en offrant une capacité et une performance exceptionnelles. Debas Technologies a l'expertise nécessaire pour mettre les solutions adaptives au service de votre organisation. Les ingénieurs de Debas sont certifiés adaptifs. Et comme vous avez pu le voir dans la présentation aujourd'hui, Jules connaît très bien les solutions adaptives et tout à fait, et l'équipe de Debas est tout à fait en mesure d'agir en tant qu'expert conseil sur le sujet des solutions adaptives. Et sur ce, je vais vous remercier tout le monde pour votre temps. Et s'il y a des questions, eh bien, il nous fera plaisir de les prendre. Vous devez simplement les inscrire dans le chat. J'en avais eu, il me semble, une. Je vais aller voir. Ouais, qui était sur la question de est-ce que ça allait être enregistré ou pas. Oui, c'est enregistré, donc j'ai répondu dans le chat. Mais si vous avez d'autres questions, ça nous fera plaisir de répondre. Je vois qu'il y a des questions qui sont en train de rentrer, donc on va attendre qu'elles entrent et puis on va répondre à ces quelques questions-là. Il nous reste un petit peu moins d'une dizaine de minutes et je vous remercie de votre temps parce que c'est un webinaire un peu plus long que d'habitude. Généralement, on essaie de les faire à l'intérieur de 60 minutes, même voire 45 minutes, mais avec les démos, tout ça, je pense que ça valait la peine d'aller un peu plus long. Donc, D'accord. Ce que je voulais ajouter à la suite de Bernard, oui. donc déjà, merci d'être resté jusqu'à ce temps-là. Donc, comme Bernard le disait, vrai, nous, en tant que partenaire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que nous. On a le fournisseur, le partenaire, le grand fournisseur derrière nous qui nous supporte. Donc, au-delà de Debas Technologies, qui est l'entreprise locale, on a toute l'équipe de Adaptive Network qui est prête à nous supporter, peu importe votre architecture. Donc, pensez agilité, pensez flexibilité. Donc, on n'a pas de limite. On est capable d'adapter votre besoin, je vais dire, à l'architecture que vous recherchez. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, rendu là, si vous avez, je vais dire, des problématiques, vous avez des besoins dans ce sens-là, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra peut-être faire une rencontre one-to-one pour calquer, par exemple, je vais dire, une solution adaptée à votre environnement, à vos usages, et puis essayer de trouver vraiment la solution qu'il vous faut. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Bernard, je pense que ça s'inscrit tout à fait dans les questions qu'on vient juste de recevoir, qui dit « Je souhaite rencontrer avec vous, étant donné que je travaille sur un projet de Smart Card, système pour la santé. » Donc, absolument, la personne à contacter, c'est les équipes de Debas Technologies qui seront tout à fait en mesure d'engager la conversation sur ce sujet-là. C'est intéressant parce que les Smart Card Systems pour la santé, c'est un use case d'IoT. On n'en a pas trop parlé, mais on a notre premier client, en fait, en termes de nombre de déploiements. C'est un projet IoT, en fait. Donc, c'est pas un use case qu'on a présenté aujourd'hui, mais il y a différents use cases. Mais c'est un use case qui est très, très commun et probablement que c'est un projet Smart Card System pour la santé. C'est probablement dans l'IoT. Donc, c'est tout à fait pertinent. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais attendre de voir s'il y a une autre question, de garder une autre petite minute. Ouais, j'ai une petite question très souvent qui m'est posée lorsqu'on parle de SD-WAN. C'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde parle de SD-WAN, OK? Mais toutes les SD-WAN ne se valent pas. Donc, la question qu'on me pose très souvent, c'est quoi la différence entre notre solution SD-WAN et ce que les autres proposent, un peu comme Forti, qui est le plus répandu d'ailleurs. Donc, moi, je voulais que tu reviennes un peu là-dessus parce que c'est intéressant. C'est une excellente question. Effectivement, c'est une question qu'on reçoit souvent. Hein. Il y a environ 8 à 10 acteurs qui offrent des solutions, qui sont des vendeurs SD-WAN crédibles sur le marché. Fortinet, on les voit beaucoup. Hein. Mais l'approche de Fortinet est très, très différente de la nôtre. Donc, il y a deux aspects qui sont profondément différents entre l'approche de Fortinet et l'approche adaptive. Trois éléments. Premier élément, la solution Fortinet, c'est essentiellement un firewall, un pare-feu, avec des capacités de balancement de liens. Okay?
Ce que cela veut dire, c'est qu'il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas ce réseau Adaptive Connect, donc il n'y a pas l'aspect cloud. Et donc, ça veut dire que, par exemple, Pierre-Luc l'avait mentionné, la qualité du service ne peut se faire que sur le trafic sortant, pas sur le trafic entrant. Ça veut aussi dire que les flux vers l'Internet ne sont pas encryptés. Ils ne peuvent pas être encryptés parce qu'il n'y a pas de passerelle pour faire la décryption vers le lien ultime. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adresse IP qui est résiliente. C'est-à-dire que l'adresse IP qui est présentée sur le LAN, c'est l'adresse IP fournie par le telco. Ça veut dire que cette notion que je l'ai mentionnée, fort importante, de créer un réseau agnostique au telco. Donc, par exemple, ce que ça veut dire dans un cas pratico-pratique, si je host un service et que je suis sur un telco, par exemple, je suis au Canada et je suis sur Rogers, on a vu qu'il y a une énorme panne Rogers en 2022, et que j'utilise une solution Fortinet, et que mon service hosté, par exemple, un site web, est sur une adresse publique de Rogers, et que Rogers tombe, mon service, mon site web tombe. Même si j'ai du balancement de liens, j'ai du SD-WAN Fortinet, ça ne va rien changer. Mon site web sera non disponible. Sur une solution adaptive, il y aurait même pas, personne n'aurait même noté une dégradation de service. Personne ne saura même qu'il y a eu une coupure de service de mon lien principal. Donc, en termes de redondance, en termes de fiabilité de service, on est complètement ailleurs sur des solutions on-prem. Ensuite, le deuxième élément, c'est que Adaptive est une solution gérée. Donc, une solution gérée, ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble de la solution est géré par Adaptive. C'est une plateforme, c'est pas le réseau Adaptive Cloud, c'est complètement géré par Adaptive. Les bases d'URL sont gérées par Adaptive. Les versions, les patchs, c'est complètement géré par Adaptive. Ce qui n'est pas le cas avec une solution on-prem. Troisième facteur, qui est non négligeable, ben, c'est la simplicité. Déjà, juste savoir qu'est-ce que vous devez acheter chez Fortinet, good luck. La liste de produits et d'options est de plus en plus longue chez Fortinet. Je les appelle Forti Everything. Et c'est et la solution est bonne, by the way. Fortinet est le meilleur pare-feu sur le marché, à mon avis. Mon avis personnel, OK? Mais ça reste complexe. Déployer du SD-WAN d'Adaptive, c'est beaucoup plus simple. Donc, et même au niveau de la sécurité, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Vous avez vu comment rapidement on peut déployer de la sécurité sur Adaptive, c'est trivial. Maintenant, il y a des acteurs qui sont plus près d'Adaptive, qui ont des passerelles. Je pense par exemple à Cato Networks. Pierre-Luc les a mentionnés tout à l'heure. Mais on parle d'un price point qui est fort différent. Typiquement, 3 à 10 fois plus cher. Donc, il y a une différenciation de prix avec les autres solutions sophistiquées à passerelle comme Adaptive. Et donc, en fonction de l'acteur que vous avez devant vous, soit qu'il y aura des avantages de simplicité pratiquement par rapport à n'importe qui avec Adaptive, soit en termes de solutions gérées, soit en termes de la capacité offerte par les passerelles. Donc, en fait, on groupe généralement en 4 catégories. J'ai un beau graphique que je pourrais t'envoyer, Jules, là-dessus, où on montre bel et bien les acteurs, où est-ce qu'ils se situent en termes de modèle de déploiement. Mais globalement, avec Fortinet, se rappelez 3 choses. Adaptive a des passerelles, Adaptive est une solution gérée et Adaptive est beaucoup plus simple. Et ces 3 éléments-là ont soit des avantages techniques ou des avantages économiques. Si je peux ajouter un point aussi, Bernard, la plupart des déploiements SD-WAN qu'on voit en petites et moyennes entreprises, comme tu disais, c'est des pare-feux. Donc, on voit souvent Fortinet, je l'entends beaucoup. En Côte d'Ivoire, j'ai entendu quelques fois aussi. Il y a une faille de sécurité, je vous dirais, en termes d'architecture de ces solutions-là, parce que c'est des solutions qui sont on-premise, ce qui veut dire que quand on fait du SD-WAN avec Fortinet, il faut des adresses IP publiques sur les pare-feux pour qu'ils puissent, après ça, il faut établir les tunnels IPsec entre eux autres, et après ça, configurer les policies SD-WAN. Donc là, vous exposez le pare-feu à l'Internet, et en plus, si on regarde le nombre de CVE qui sortent sur Fortinet à chaque année, donc évidemment, Fortinet étant un des pare-feux les plus déployés dans le monde, il y a énormément de vulnérabilités qui sortent, parce qu'évidemment, les attaqueurs, ils vont s'attaquer à plus un Fortinet qu'à d'autres, vu que c'est ce qu'ils voient le plus souvent. Et donc, ça fait que ça met beaucoup de pression sur les équipes TI de tout le temps patcher les pare-feux pour s'assurer qu'ils restent updated. Et donc, quand on va dans une solution SD-WAN comme Adaptive, puis qu'il faut connecter des sites ensemble, vos sites ont des adresses privées.
Donc, ils ne sont pas exposés à l'Internet. Ouais. Et en plus, il n'y a aucune configuration de VPN à faire. Le VPN site à site se fait automatiquement. Donc, il n'y a pas d'IPsec à déployer et à configurer. Donc, comme je mentionnais avant, on fait juste sélectionner Enterprise Connect et automatiquement, les sites se parlent entre eux autres. Donc, Et il c'est n'y a pas beaucoup plus besoin simple. d'avoir d'adresse publique du telco pour faire Non. du site à site. On peut travailler avec des telcos qui offrent du CGNAT, donc des adresses qui sont privées, et quand même faire du site à site. Donc, quand je parlais de surface d'attaque, en fait, c'est énorme en termes d'avantages. D'ailleurs, un des use cases qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais tu avais un client, je pense, Pierre-Luc, tu as travaillé sur ce sujet-là, c'est, je pense, en Saskatchewan ou en Alberta, je ne sais plus trop où, au Canada, Ouais, dans l'Ouest canadien. c'était au BC, je pense. C'était dans l'Ouest canadien. Dans l'Ouest Eux autres, canadien, où le use case, c'était de protéger, d'utiliser SD-WAN pour protéger les firewalls, en fait. Parce qu'il y a exact. énormément de vulnérabilités. Je parlais récemment à un intégrateur qui fait du jeu d'intégration Fortinet. Il me disait que 90% des clients qui déploient du Fortinet ne patchent pas leurs firewalls. Ce que ça veut dire, c'est des firewalls avec énormément de vulnérabilités. Et comme dans bien des cas, il y a des adresses publiques sur le firewall, ça veut dire que les vulnérabilités sont complètement exploitables. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Jules, je pense que c'est une excellente question. Moi, on est arrivé à la fin du 30 minutes, donc on va devoir terminer l'appel. Je vais remercier encore tout le monde. Et puis, merci Jules. Et puis, merci à tous ceux qui étaient sur le webinaire aujourd'hui. Merci. Bonne Donc, journée. n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin. Donc, on est là pour discuter avec vous. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, s'il a lieu de recourir à Dapi Network, oui, on va établir le contact et puis discuter de vos besoins dans ce sens-là. Donc, merci encore de votre présence et puis on se donne des nouvelles. Vous aurez l'enregistrement, donc je vais me faire le plaisir de vous envoyer également le lien par courriel pour que vous puissiez revisualiser un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. S'il y a des questions, écoutez, on est toujours là, on va pouvoir vous répondre régulièrement. Merci beaucoup et puis bonne journée. merci pour votre temps. Bye. Bonne journée, merci.